Bonjour. En juin dernier, à une époque où l'actualité était déjà saturée par l'épidémie, est paru un livre intitulé Night Studies, littéralement les études de la nuit. Un livre collectif qui décrit l'émergence d'un nouveau champ dans la recherche, le champ du monde de la nuit. Et indéniablement, c'est vrai que la nuit s'est peu à peu laissée grignoter par les activités humaines, aussi bien de travail que de loisirs. Partout dans le monde, donc, se multiplient aujourd'hui les colloques, les séminaires, les thèses sur la nuit urbaine, sur l'existence de cette vie nocturne qui prend de plus en plus de place dans la ville. Et donc ce livre, Night Studies, rend compte de ce foisonnement, du foisonnement de ces réflexions et des questionnements sur la nuit urbaine. Son écriture collective a été dirigée par 3 chercheurs, dont Luc Gardinsky, qui est géographe et enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. Bonjour Luc Gardinsky. Bonjour. Donc vous avez coutume de dire que lorsque vous avez démarré vos recherches sur la nuit, il y a de ça à peu près une trentaine d'années, la nuit n'intéressait personne. Vous disiez que vous avez eu beaucoup de mal à trouver un directeur de thèse. Et qu'est-ce qui s'est passé donc dans ces 30 ans pour que ce foisonnement que vous décrivez dans ce livre arrive aujourd'hui ? Oui, merci de me rappeler que la nuit est une amie de 30 ans pour moi. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de ça il y a quelques temps, c'est-à-dire que ça faisait un bon moment que je cheminais avec à mes côtés la nuit et que je tentais comme ça de comprendre ce qu'elle était dans les villes et ailleurs. C'est vrai que quand j'ai démarré mes réflexions sur la nuit, moi je suis géographe, urbaniste, et je venais de réfléchir sur la façon dont on circulait dans les villes et le fait qu'on allait rarement en ligne droite. Et je m'étais posé la question des barrières qui intervenaient et qui faisaient que finalement on évitait un endroit, on allait dans l'autre. Et quand j'ai monté mon modèle, ben, je me suis rendu compte qu'effectivement, un espace de jour, un espace de nuit, un parc par exemple, il peut être attractif en journée et répulsif la nuit, et vice-versa. Donc j'ai commencé à réfléchir sur la ville 24 heures sur 24, et je me suis rendu compte effectivement que ce soit les chercheurs, que ce soit les techniciens, les aménageurs, les urbanistes, les sociologues, mais aussi les politiques, finalement, on s'intéressait à la ville que si elle fonctionnait 16 heures sur 24. Et là, donc, j'ai essayé de poser les conditions d'une recherche. J'ai regardé si la nuit, euh, on était aussi libre qu'on nous le raconte, ou si la nuit était aussi dangereuse qu'on nous le dit. Et à partir de là, j'ai fait une décomposition systémique de la nuit. J'ai essayé de comprendre un petit peu à Strasbourg et ensuite dans une centaine de villes dans le monde où était la nuit, quand est-ce qu'elle commençait, quand est-ce qu'elle finissait, quelles étaient les pressions qui s'exerçaient sur elle et autres. Et au fil du temps, et votre demande, votre questionnement et cette interview fait partie finalement de la recherche. Au fil du temps, je me suis retrouvé de moins en moins seul sur la question de la nuit. Pourquoi? Bah, d'abord parce que la nuit a été colonisée petit à petit par les activités du jour. C'est une longue histoire sur laquelle je ne reviendrai pas, mais on est passé d'une ville organisée par, j'allais dire, les saisons et la lumière du soleil. Donc elle fonctionnait au rythme de la lumière et du soleil, ensuite au rythme des cloches de l'église, au rythme de la sirène de l'usine, et aujourd'hui au rythme au rythme du téléphone portable. Et si vous voulez, l'économie, enfin le temps continu de l'économie et des réseaux a grignoté petit à petit cet espace-temps qui était particulier, qui était une alternative, qui était un contre-espace-temps, qui était un alter. C'est quelque chose qui nous structure depuis les débuts de l'humanité, qui marque toutes nos mythologies, qui organise notre horloge interne. C'est-à-dire qu'on est des animaux, vous et moi, on ne voulait pas dire ça, mais on est des animaux diurnes. Et aujourd'hui, on habite, pour une majorité d'entre nous maintenant, dans des espèces de métropoles, de villes, dans lesquelles finalement on ne voit pas le soleil se coucher, dans lesquelles on voit des activités qui vont jusque tard dans la nuit, dans lesquelles il y a une offre de services, mais aussi des villes qui sont connectées grâce aux technologies avec des espaces où il fait jour. Donc on a assisté comme ça avec une accélération au cours des 20-25 dernières années, une espèce d'accélération de cette colonisation.
Et si vous voulez l'image qu'on pourrait prendre, vous et moi, par rapport à la nuit, moi j'ai toujours l'idée que c'est une espèce de front pionnier. C'est une espèce de terra incognita. Moi, ça m'a plu de travailler là-dessus parce que finalement, on n'était pas beaucoup à travailler dessus. J'étais relativement libre et ce que je pouvais apporter était relativement nouveau, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, la nuit était cet espace-temps sur lequel on avait peu de données, auquel on s'intéressait peu, et mais un espace-temps qui a été mis sous pression par l'économie, par les réseaux. Alors, je sais pas, la fin du couvre-feu médiatique, par exemple, à la télé. Moi, j'ai connu ça, c'était pas il y a si longtemps que ça. Après minuit, tout s'arrêtait. À la radio, tout s'arrêtait. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est une réalité. J'ai vécu dans des endroits où la nuit, c'était la nuit. À un moment donné, ben, les lumières s'éteignaient. Il restait quelques ampoules dans la commune, et puis c'est tout. Il n'y avait pas d'éclairage, ni festif, de bâtiments et autres. Il y avait déjà des gens qui travaillaient la nuit, mais par exemple, le travail de nuit, il était interdit pour les femmes, jusqu'en 2001, par des directives européennes. Alors il y avait des infirmières de nuit, bien sûr, il y avait des exceptions, mais voilà, donc quand la nuit, c'était un espace-temps particulier, où il y avait des règles particulières. Pas le droit de pêcher, pas le droit de chasser, pas le droit de rentrer les policiers chez quelqu'un pendant la nuit. Et tout ça, ça s'est banalisé. Donc moi, je parle de colonisation hein, comme un front qui pousse et qui grignote Oui, c'est certains parties. un nouveau continent qu'on aurait découvert quasiment. Oui, c'est ça qui est assez génial. Vous savez, moi je suis géographe, je ne l'oublie pas, et vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et le géographe, c'est quand même quelqu'un qui rêvait, même s'il ne le disait pas, devant les planisphères et qui rêvait de découvrir des terra incognita. Alors les terra incognita, il y en a pas énormément. Et quand moi je me suis penché sur le sujet, que j'ai voulu en faire mon sujet de thèse, je suis allé dans les bibliothèques. Hein. Alors évidemment, à l'époque, il y avait Richard Boranger qui arpentait la France avec C'est beau une ville la nuit, mais je ne pense pas qu'il ait la prétention d'avoir fait une thèse de sciences humaines et sociales ou d'être vraiment géographe, même si ça m'a beaucoup porté, sa réflexion. Il y a des chercheurs comme Desjeux qui ont travaillé sur les bars, sur les lieux de nuit. Il y avait Anne Coquelin qui avait un peu travaillé beaucoup même sur Paris la nuit, mais c'était des petites choses, mais il n'y avait pas une approche qui disait, bon ben voilà, de quoi il s'agit? C'est quoi cet objet-là dont on parle? La nuit dans l'histoire, la nuit aujourd'hui. Voilà. Et donc il a fallu dépasser ce que moi j'ai appelé la nuit des données. C'est-à-dire quand on cherchait une info, tiens, tourisme de nuit, on n'a rien. Combien il y a de policiers la nuit dans Strasbourg ou tout? On ne sait pas. Et les points lumineux, ah, on n'a pas fait la carte. Le nombre de personnes qui travaillent de nuit, ah oui, non, oh, à peu près, mais on ne sait pas. Et donc, moi, j'ai participé, mais en inscrivant ça dans une réflexion plus large sur la chronotopie, l'approche spatio-temporelle de la ville, j'ai participé à essayer de baliser tout ça, de bien décrire un peu d'un point de vue scientifique cet objet, d'un point de vue de la géographie. Parfois, on m'a critiqué là-dessus. On m'a dit que je tuais la magie de la nuit, que je mettais la nuit en camembert, en équation. C'était pas le but, mais dire la nuit alors qu'elle est plurielle, dire on sait ce que c'est alors qu'on ne sait pas. Voilà, moi j'ai voulu Alors, savoir, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce savoir de la nuit, il était nécessairement pluriel, et aussi que ce savoir de la nuit, si on voulait le rendre opérationnel, par exemple, face à une approche de la nuit qui est très sécuritaire, le pouvoir qui la contrôle et tout, il fallait entraîner les autres dans cette découverte. ouais. Et qu'on avait beau faire des bouquins, vous avez parlé là de Night Studies, mais j'en ai fait 5 ou 6, plein d'articles, des rapports au gouvernement et tout le monde s'en foutait de la nuit. Par contre, quand on partait explorer des villes, et j'ai eu la chance d'en explorer une centaine, avec moi un élu, un technicien, un artiste, des étudiants, des hommes, des femmes, enfin voilà, pléthore de personnes, et qu'on partait d'un bout de la ville à l'autre bout, début de la nuit à la fin de la nuit, et qu'il fallait décrire 10 lieux et rencontrer 10 personnes et les interviewer, là, il y avait cette idée que la nuit, ça s'éprouve. Moi, je crois que la ville, ça s'éprouve plus que ça ne se prouve, et de vivre les choses. Ben, quand un élu court après le dernier bus, ben, je vous assure, par exemple, à Lyon, ça a donné des expérimentations sur des bus de nuit. Quand à Paris, on a posé la question à un moment donné des toilettes,
à 1h30 du matin, il n'y a pas de, ah bah non, il n'y a pas de toilette. Alors, il y a la moitié d'entre nous qui se débrouillent, puis il y en a l'autre moitié pour qui c'est peut-être plus compliqué ou moins habituel. Vous dites si on arrive à gérer la nuit, si on arrive à gérer notre rapport, notre approche de la nuit dans la ville, eh ben on aura trouvé la solution pour gérer la ville en général, même le jour. C'est la nuit qui va trouver, qui va être le déclencheur. Oui, moi je pense que alors on dit souvent que la nuit révèle l'homme. Moi je pense qu'elle révèle l'homme, elle révèle aussi la ville. Par exemple, si j'ai envie de comprendre une ville et son organisation, si j'ai la chance de la survoler en avion, alors c'est pas politiquement correct ça, mais avec un drone disons, et de voir ce qu'elle est de nuit, je comprends très vite son organisation. La nuit, elle révèle assez vite. euh, c'est un peu une caricature du jour, vous voyez. Et de cette façon-là, quand vous voyez des personnes très incluses dans la nuit, elles sont très très incluses. C'est-à-dire que le monde de la nuit, la circulation dans la nuit, ils ont toutes les clés d'entrée pour rentrer. Mais si vous n'êtes pas inclus, que vous arrivez dans une ville, vous comprenez rien. Où est-ce que ça se passe? Vous allez dans quelques espaces imposés par le tourisme, mais vous ne comprenez pas où ça se passe. Et l'extrême, c'est le SDF. Parce que quand on parle la nuit, on parle beaucoup du festif, de tout ça, mais n'oublions pas quand même le droit à la ville, une notion que vous manipulez, je pense, depuis longtemps avec Henri Lefebvre, mais cette notion de droit à la ville, droit aussi à la nuit, alors droit de dormir, mais droit d'accéder aussi à des services. Et par exemple, une des premières questions qui est posée dans la nuit, c'est où je vais faire ma tanière, où est-ce que je vais dormir. Et là, pour les sans domicile fixe, et on voit qu'actuellement, il y a, il y a une explosion du nombre de personnes d'exclus qui se retrouvent dans la nuit, mais la journée aussi, ben c'est très très dur. Quoi. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vous retrouver dans une ville sans savoir où vous alliez dormir. Ben c'est long, c'est long. Ils appellent ça la nuit bleue d'ailleurs, les SDF, parce qu'ils voient passer les gens qui font les maraudes, les policiers, ils appellent ça la nuit bleue parce qu'ils ils ont du mal à y dormir. Quoi. On y dort de façon très fractionnée quoi, dans cette nuit-là. Est-ce que les aménageurs aujourd'hui, au sens large, hein, les urbanistes, les élus en charge de ces problématiques-là, est-ce que vous pensez que ces gens qui travaillent en fait sur la ville le jour, la ville diurne, c'est comme ça qu'ils la voient, est-ce que vous pensez qu'ils ont une vision assez poussée et assez pointue de la nuit? Est-ce que la nuit est prise en compte, pour le dire différemment, dans les politiques d'aménagement? Oui, je pense que aujourd'hui, alors ça suffit pas, mais aujourd'hui, si vous voulez, la nuit s'est invitée dans l'actualité du jour. C'est-à-dire pour le meilleur et pour le pire. Les violences urbaines, l'insécurité routière qui résiste au cœur de la nuit, l'événementiel, les nuits blanches, les festivals de nuit, les marchés de nuit jusqu'au plus petit de nos villages, mais aussi le blackout quand bah, l'électricité s'arrête, il n'y a plus de lumière dans des villes. Enfin, toutes sortes de petites choses, si on les met en lien, mais aussi les conflits. Puisque à partir du moment où il y a eu colonisation de la nuit, on s'est bien rendu compte que la nuit, c'est plus un moment où tout le monde dort. Donc il y a des conflits dans la ville la nuit entre ceux qui travaillent, qui s'amusent, qui s'approvisionnent et ceux qui essayent de dormir. Donc tout ça, comme le front avance, il y a des conflits, le feu s'allume entre toutes sortes d'activités, et donc petit à petit, la nuit monte dans l'agenda des politiques publiques, mais aussi dans l'agenda des chercheurs. Et donc aujourd'hui, on voit que, par exemple, des architectes et des urbanistes s'intéressent à ce qu'on appelle des schémas lumière, à des schémas d'aménagement nocturne. Du côté de la gouvernance, se sont mis en place des états généraux de la nuit dans des grandes villes, à Paris, à Genève, à Lausanne, des conseils de la nuit qui se sont développés. Il y a des maires de nuit maintenant. Alors c'était d'abord un jeu. Moi, il y a presque 30 ans, j'avais fait un papier disant qu'un jour il y aurait un parlement de la nuit, il faudrait des maires de nuit, parce que puisqu'il y a 20% des gens presque qui sont amenés à travailler la nuit, qui les représentent? Alors qu'on a une gouvernance diurne et que des gens travaillent de nuit, donc il fallait un maire. Tout le monde riait, disait ah sacré Luc, toujours un petit truc pour faire le malin. Et en fait aujourd'hui, en poussant les choses, bah, on voit par exemple à Paris, bah, il y a l'équivalent d'un maire de nuit. À Amsterdam, depuis longtemps, il y a l'équivalent d'un maire de nuit. Alors selon les villes, c'est à Londres, à New York, c'est un technicien qui se dévoue à cette question transversale, soit c'est quelqu'un qui est élu, soit c'est quelqu'un qui est désigné par ses collègues élus pour s'occuper. Donc, gouvernance, la question de la lumière,
Dans toutes les villes du monde, quasiment, la question du transport de nuit, elle a été posée. J'avais fait une enquête sur 1000 villes, transport de soirée, ça a poussé. On s'est posé la question, à l'événementiel par exemple, les nuits blanches, au-delà du côté festif et de la connaissance, enfin, l'approche artistique des nuits blanches et tout, ce qui est intéressant avec les nuits blanches, c'est que pour créer un événement comme les nuits blanches, il a bien fallu décaler les horaires des bus, des trains, mettre des services publics d'accompagnement dans la ville et se rendre compte que ça marchait bien, que c'était superbe, que les gens n'avaient pas peur, qu'il n'y avait pas plus d'agression qu'en plein jour. Et ce test-là, on a pu ensuite dire, bah tiens, et si on ouvrait le samedi? Et si on ouvrait un peu plus le dimanche? Et si les piscines ont décalé un peu l'horaire? Par exemple, pour revenir à une presque actualité, quand il y a eu en 2005 la question des violences urbaines, des fameux banlieues qui brûlent, et voilà, des jeunes qui seraient dehors, les banlieues seraient à feu et à sang. La réponse qu'on a apportée, bon, parmi les réponses, c'était le couvre-feu pour adolescents. Hein, c'est de dire, c'est des jeunes garçons qui sont dehors, il faut qu'ils rentrent chez eux. J'ai jamais vu un retour d'une analyse sur le bilan de ce que ça avait donné. Aux États-Unis, je sais que ça ne sert pas à rien, mais il y a 280 villes où il y a couvre-feu pour adolescents. J'étais allé voir, j'ai pas l'impression que les résultats étaient terribles. Ben, il y a d'autres villes qui se sont dit, ben, puisque les ados sont dehors et qu'ils ne vont pas rentrer chez eux comme ça, pourquoi faire? Qui va les obliger? Ben, finalement, puisque c'est une temporalité autre, pourquoi on ne décale pas un peu l'horaire du gymnase, l'horaire de la MJC, la Maison des Jeunes et de la Culture? Pourquoi on ne décale pas un peu les horaires de transport, la piscine? On met un peu plus d'éclairage. Ben, les premiers qui l'ont fait, c'est en Espagne, dans les Asturies, et la délinquance a baissé de 25 à 30%. Voilà, donc c'est cette idée que moi je porte aussi sur cette question de la nuit, qui est une question politique aussi. C'est comment on la peuple. Comment on fait cette question, elle soit pas un impensé. Donc comment on va le réfléchir? Comment on va mettre sociologue, ethnologue, économiste, tout ça autour de la table? C'est le cas. Et Nice Studies montre aujourd'hui qu'il y a un champ des études sur la nuit, qu'il y a un champ qui est en train de se structurer à l'échelle internationale là-dessus, qu'il est nécessairement interdisciplinaire, qu'on est obligé de réfléchir la ville et la nuit en termes de système dans toutes ses dimensions, et qu'à côté des chercheurs, et en dialogue, parce que c'est un bel exemple de recherche-action, en dialogue entre chercheurs, acteurs publics et politiques, disons, on réussit à créer des scènes sur lesquelles on peut créer les conditions d'un débat et tester des choses. Tester des décalages d'horaire, tester un service, tester quelque chose de festif, tester je sais pas, une animation nomade voilà. Et la nuit est devenue, par rapport à l'image qu'elle pouvait avoir, voilà, d'un lieu de, comment dire, de soi-disant d'insécurité ou voire de liberté, c'est un lieu de créativité pour les politiques publiques. On a créé des correspondants de nuit, par exemple dans les quartiers périphériques, à Strasbourg, à Rennes, à Paris. Il y a des gens qui circulent la nuit euh, pour, pour être présents dans l'espace public, alors en lien avec les bailleurs sociaux ou pas, enfin toutes sortes de dispositifs. On a créé des trucs qui font sourire parfois, les Ouais. Pierrots de la nuit à Paris, puisque vous avez des gens qui sortent des établissements la nuit parce qu'ils n'ont plus le droit de fumer, donc ils sont dans la rue. La rue redevient un magnifique espace public, sauf que c'est un espace public nocturne, et qu'au-dessus, il y a des gens qui dorment. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a mis en place des chuchoteurs ou des chuteurs ou des Pierrots de la nuit, des artistes qui viennent et qui essaient de capter l'attention pour que ça descende. Ouais. Avec Paris, on a réfléchi sur le fait qu'il ne fallait pas que les horaires des établissements de nuit soient les mêmes, parce que si tout le monde se retrouve à la fermeture en même temps dans l'espace public, ça crée un conflit. Donc il faut ouvrir les parcs. Mais si vous ouvrez les parcs pour que les gens aillent finir exténués, enfin que la nuit s'exténue dans les parcs, le problème des parcs, c'est que si on les ouvre, il faut les illuminer. Si on les illumine, ça crée des problèmes de pollution lumineuse. Ça fait fuir des insectes, des animaux, ça perturbe. Donc c'est intéressant la nuit parce que ça nous sort d'une réponse binaire. Ouais. Oui, non. Ou j'illumine, ou j'éteins. Et moi, j'ai toujours une formule par rapport à ça qui renvoie à l'éclairage, parce que c'est par là-dessus souvent qu'on est rentré dans des politiques publiques de la nuit, qui dit sans lumière, pas de nuit, mais trop de lumière tue la nuit. Donc on est dans une espèce de pensée nuitale. Comment on ouvre sans tout ouvrir complètement? Comment on réfléchit à la nuit, mais sans tuer son cœur? Euh, Comment on fait en sorte que la nuit reste aussi une alternative qui nous structure, elle est importante, quoi. Et voilà, et ce qui est intéressant sur la nuit, c'est que on peut tous en parler.
On cherche des sujets sur lesquels ben, on peut travailler ensemble. Ben, la nuit, c'est la compétence de tout le monde et de personne. Mm. Un citoyen lambda, un chercheur, un politique, on a tous et toutes quelque chose à dire sur la nuit et on peut se mettre autour d'une table pour en parler. Et ça, c'est assez génial. Et surtout, ça renvoie à des dimensions sensibles. À un moment où on est dans des logiques techniques, financières, la raison, l'organisation, la structure, la nuit, c'est du domaine de l'humain, c'est du domaine du sensible, on est enveloppé, on a peur. Et ça, c'est intéressant parce que peut-être qu'on peut donner un autre visage à la nuit dans la mesure où jusqu'à présent, elle était chargée négativement. La nuit, ce qui est positif, c'est la lumière. Tiens, moi d'ailleurs, j'ai essayé de contribuer avec d'autres à faire la lumière sur la nuit. C'est paradoxal. Ou bien on va dire, je vais vous éclairer sur cette question. Mm. Par contre, tout ce qui est lié à la nuit, c'est la peur, c'est parce que on échappe. Je pense qu'on échappe à la raison du jour. Il y a les rêves. Bon, les rêves, on les pilote pas, hein, je crois pas. Et puis surtout, on perd une dimension forte chez l'être humain, c'est la vision. Hein, 85% de nos sensations, je crois, quelque chose comme ça. Et quand on perd ça, ben on est enveloppé. Il y a d'autres sens qui reviennent, hein, les odeurs, le fait de se sentir enveloppé. C'est des poètes qui ont parlé de ce être enveloppé par la nuit. Si on ne le vit pas, cette façon d'être enveloppé par la nuit, on ne peut pas comprendre ce que c'est. Mm. C'est pour ça que je pense qu'il faut réfléchir la nuit en aménageur, urbaniste, géographe, hein, celles et ceux qui travaillent sur la ville et politique, de nuit et pas de jour. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait une vision un peu au-dessus, comme si c'était le jour qui a imposé sa raison à la nuit. Non, je pense qu'il y a des choses du domaine de la nuit qui peuvent venir irriguer l'urbanisme de jour aussi.